Bonsoir à tous, bonsoir Bertrand. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Donc, on vous propose un nouveau live sur un sujet d'actualité post-moisson, du coup, avec des résultats en visuel, plein de choses à vous montrer sur le sujet suivant, implanter des prairies sous couvert dans le cas de récolte en grains. Donc, comme les fois précédentes, en termes d'organisation du live, on va vous proposer un exposé en trois temps. Un premier temps avec la présentation de résultats issus des travaux de recherche, avec un support qu'on a préparé en début de semaine. Ensuite, un petit reportage en immersion sur la ferme. Et enfin, un temps d'échange avec vous, pendant lequel vous pourrez poser vos questions et on tâchera d'y répondre correctement. Voilà, donc eh bien, Bertrand, je te propose qu'on lance le diapo. Donc, première chose, Excusez-moi. Présentation. alors, il y a un petit problème. Hop là. Voilà, on va commencer par un petit point sur la ferme. Donc, la ferme de Torigné, vous la connaissez. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est que si vous voulez bien reprendre cette diapo, c'est vous allez consulter les précédents lives qu'on a fait où on la détaille. Là, l'idée, c'est de vous faire peut-être un petit point d'actualité par rapport à ce qui s'est passé au mois de juin, enfin depuis le mois de mai. Donc fin mai, on a eu un coup de chaud, hein, comme pour beaucoup d'éleveurs, notamment sur la région des Pays de la Loire. Et au mois de juin, on a réussi à avoir de l'eau, 85 mm, qu'on fait qu'on a eu une année fourragère plutôt satisfaisante, hein. On a réussi à faire des bons enrubanages avec des rendements corrects, 3,5 tonnes de matière sèche. Des foins aussi de qualité, donc sur les foins de premier cycle de prairies à fleurs variées, on a fait un peu plus de 4 tonnes de matière sèche. Et sur les foins de prairies naturelles, on a 3 tonnes de matière sèche. Donc des choses plutôt positives. Et la belle surprise de l'année, c'est surtout d'avoir une pousse de l'herbe qui a perduré hein, jusqu'à ce début juillet, qui font que aujourd'hui sur la ferme, on a à peu près 20 jours d'herbe sur pied. Donc on a un pâturage qui est significatif. Et aujourd'hui, la totalité des animaux sur la ferme sont au pâturage, ce qui est un point très positif. Voilà. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, Bertrand, je te laisse prendre la suite pour un peu expliquer le contexte et la problématique autour de ce sujet de l'implantation des prairies sous couvert. Exactement. Donc voilà, pour reposer un peu le contexte, si on rediscute un peu des semis classiques de prairies à fleurs variées. Alors c'est vrai, qu'est-ce qu'on entend par prairies à fleurs variées sur la ferme? Ce sont des mélanges multi-espèces à base de fêtuc élevé, 10 kg, du raisin anglais 8 kg, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg de lotier. Donc ils sont quand même des espèces qui sont relativement lentes en fait à l'implantation. Et en plus, couplé à ça, à cette lenteur d'installation, on a quand même une fréquence de plus en plus importante de situations météorologiques qui sont un peu défavorables à l'implantation de ces prairies, on va dire dans la gamme d'itinéraires techniques classiques qu'on avait pour implanter ces prairies. Hein, là, elles figurent dans le schéma que vous avez là, à l'écran. Donc, c'est les dates classiques, elles figurent en gris. Donc, classiquement, on avait des implantations dites de fin d'été, donc fin août, début septembre, où là, effectivement, on peut être confronté de plus en plus, et c'est le cas qu'on a eu courant 2019, à une sécheresse estivale prolongée. Et ça, c'est des phénomènes qu'on a plus d'une année sur deux maintenant aujourd'hui. Donc des sécheresses qui se prolongent en septembre, et donc on est obligé de semer dans des conditions très sèches, et ça freine encore plus vite la rapidité d'installation de la prairie. Le deuxième cas de figure, le deuxième cas d'implantation qu'on pouvait retrouver, c'est des implantations en sortie d'hiver. Donc là, c'est ce qui figure en gris là aux alentours du mois de mars. Et là, on peut être confronté un peu à ce qu'on a eu d'ailleurs sur l'hiver 2019-2020, c'est-à-dire des excès d'eau hivernale, beaucoup de précipitations et des difficultés à aller intervenir suffisamment tôt dans les parcelles, donc des semis qui sont relativement tardifs en fait en fin d'hiver, voire tout début de printemps. Et puis après, on peut être confronté quand même à des sécheresses très précoces sur des prairies qui sont en phase juvénile et qui sont juste en phase d'installation. Donc si on regardait, c'est vrai qu'on avait des périodes d'installation classiques, là en Hongrie, qui étaient quand même relativement défavorables, sur lesquelles on était souvent confronté à des aléas climatiques. Et parallèlement à ça, en fait, l'idée, c'est que ce qu'on observait sur nos associations en fait de céréales protéagineux, donc qui étaient soit récoltées en fourrage, donc en ensilage, soit en grains, on avait des résultats un peu moins aléatoires en termes d'implantation. Et donc l'idée s'est posée de se dire, mais pourquoi pas tenter d'installer des prairies plutôt en décalant la date d'implantation, donc ce qu'on voit en vert plutôt autour de la mi-octobre, voire deuxième quinzaine d'octobre, de mettre ces prairies sous couvert d'associations de céréales protéagineux pour maîtriser en fait la phase d'installation de ces prairies. Et donc là, l'idée, là, ce soir, on va plutôt traiter de la thématique dans le cas d'une récolte de l'association de céréales protéagineux, en fait, en grains. Voilà. Donc ensuite, on va vous présenter en fait les moyens qu'on s'est donnés pour répondre à cette problématique.
Donc c'est quelque chose qu'on travaille depuis une dizaine d'années. Donc là, ça va être une synthèse de 5 essais analytiques, donc toujours des essais en dispositif bloc avec répétition, où on va tester 2 itinéraires techniques qu'on va comparer à notre témoin. Donc le témoin, ça va être l'idée de semer un triticale pois, de le récolter en grain derrière, et après de semer une prairie. Alors, 2 itinéraires qu'on va comparer à ce témoin. Le premier, c'est un semis à la mi-octobre, donc la prairie sous couvert de notre association céréales protéagineux, donc des triticales pois, 300 grains par mètre carré de triticale, 20 grains par mètre carré de pois fourragés, qu'on sème toujours en 2 passages. Le premier passage, la céréale à 2-3 cm de profondeur et la prairie en surface. Et après, une récolte en grains pour la céréale. Et ensuite, on repart sur un cycle de mesure sur la prairie. Et on a tenté un autre itinéraire alternatif. Ce qu'on va vous présenter dans les résultats, c'est toujours une implantation sous couvert, mais cette fois-ci pas à l'automne, mais au printemps, avec un sursemis en fait de la prairie dans une association céréales protéagineux. Voilà. Donc, on va directement aller sur les résultats. Donc, Bertrand, je te laisse présenter la suite. Donc, première série de résultats. Donc là, c'est des essais qui ont couru sur la période 2011 à 2014. Donc, ce qu'on va retrouver en ligne du tableau, c'est d'abord les résultats de production, donc en quintaux par hectare, des rendements des associations de céréales protéagineux. Ensuite, ce qu'ont donné les prairies sur la phase d'été-automne. Et puis, ce qui ont les productivités des prairies sur leur première année. Donc, ce qu'on va retrouver ensuite, c'est nos 3 grands différents itinéraires techniques qui ont été comparés. Donc, le premier, c'est un peu une succession classique de cultures qu'on peut faire sur l'exploitation, c'est-à-dire un triticale pois seul, puis après, au mois de septembre, on allait implanter une prairie. Et donc là, c'est la production du triticale pois seul, et puis après, ce qu'a donné la prairie en année N+1. Le premier itinéraire un peu alternatif, c'était un triticale pois plus la prairie, mais là avec dans le cas d'un semis simultané à l'automne, donc c'est-à-dire le même jour ont été implantés à la fois le triticale pois et la prairie. Et puis le dernier, c'est l'itinéraire un peu alternatif que venait de vous présenter Julien, c'est-à-dire que là on semait l'association au mi-octobre et on allait sursemer la prairie au printemps. Alors, si on regarde ces résultats, qu'est-ce qui s'est passé? On a un effet quand même significatif de la présence de la prairie, là, dans cette série d'essais-là, sur la productivité de l'association de céréales protéagineux en grains. Quand on regarde les rendements, voilà, on a fait un peu plus de 40 quintaux sur le triticale pois seul. Le triticale pois qui avait la prairie en dessous, dans le cas du semi simultané, a vu sa productivité baisser là aux alentours de 32 quintaux. Et cette productivité a baissé de manière encore un peu plus significative dans le cas d'un sursemis de prairie en fait au printemps. Le fait d'aller repasser en fait dans les céréales pour aller sursemer la prairie a créé 2 choses. Peut-être déjà ça a cassé un petit peu de pied de céréales et de protéagineux, et puis ça a créé aussi un petit peu plus de salissement. Par contre, effectivement, dans les cas des implantations de prairies sous couvert, on a une production de prairies dès l'été-automne et avec une production légèrement supplémentaire dans le cas du semis simultané, tout simplement parce que la prairie a déjà 4-5 mois d'âge de plus et donc mieux implantée et produit un petit peu plus que dans le cas du sursemis au printemps. Et ensuite, il n'y a pas de différence significative en année N+1 entre le sursemis d'une prairie dans une association en place ou le semis simultané en fait à l'automne. Par contre, effectivement, la prairie qui a été semée elle toute seule dans la première succession culturale, donc triticale pois seul plus la prairie en dessous, elle a une productivité qui est quand même relativement réduite parce qu'elle a encore toute sa phase d'installation à faire en première année. Donc on a des cumuls de biomasse qui sont quand même largement supplémentaires si on s'intéresse à la question des prairies, qui sont largement supplémentaires si on cumule la productivité d'été-automne plus la productivité en année N+1 pour les techniques d'implantation sous couvert par rapport à la succession culturelle qui pouvait être faite classiquement. Et ensuite, si on essaie de trancher un peu entre quelle est la technique d'implantation sous couvert la plus adaptée, bon, il s'avère que le semis simultané à l'automne permet d'avoir un petit peu moins de baisse de rendement à la fois sur l'association de céréales protéagineux et d'avoir une prairie plus productive dès l'été-automne. Donc, ce qui fait que ce qui a convergé, cette première série d'essais-là a plutôt convergé vers le choix d'un semis simultané, c'est-à-dire le même jour, le triticale pois et la prairie ensemble. Dans la continuité de ces modalités étudiées, on va cette fois-ci toujours se comparer à notre témoin triticale pois puis la prairie et notre triticale pois dans lequel on a semé la prairie à l'automne. Donc les 2 premières colonnes qui sont représentées dans ce tableau sont les mêmes que dans la diapo précédente. Par contre, dans le cas du sursemis de la prairie au printemps, là on va se mettre sur un autre dispositif. On va considérer qu'on va semer notre céréale et notre prairie
ensemble, en simultané, mais cette fois-ci au printemps. Donc en l'occurrence, ça va être une prairie sous couvert d'avoine. L'avoine sera récoltée en grains et puis derrière, on aura notre prairie installée. Alors qu'est-ce que l'on observe en termes de résultats là-dessus? Eh ben, si on se compare à nos témoins classiques, on a une perte de rendement qui est significative. En même temps, on compare aussi de l'avoine et du triticale, donc ça peut être une limite. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ça à notre prairie semée sous le triticale pois. Et là aussi, on a un léger déficit en rendement, mais qui se rapproche quand même de ce, on va dire, deuxième témoin. Après, au niveau de la prairie derrière, eh ben, on a une prairie qui est globalement moins productive. Et pourquoi? C'est parce qu'elle est plus jeune. En fait, elle est semée au printemps, alors dans l'autre situation, elle est semée à l'automne. Donc, c'est une prairie qui est sûrement mieux installée, avec un système racinaire qui est plus en place, qui permet une bonne pousse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire globalement de cette alternative dans lequel en fait on sème notre prairie sous couvert au printemps, sous couvert d'avoine? On a une bonne qualité d'implantation, notre prairie elle est là. On a néanmoins une bonne maîtrise du salissement, pas aussi bien que dans le cas d'une implantation simultanée à l'automne, parce que là en fait la première année on a un peu de divers, 10% de la biomasse produite est représentée par des diverses. Par contre en année N+1 il n'y a pas de problème. Et autre point par contre positif, c'est qu'on reste avec une composition botanique en année N+1 qui est totalement satisfaisante, avec une part de légumineuses aux alentours des 30%, ce qui correspond à nos objectifs. Donc voilà le constat. Donc qu'est-ce qu'on retient globalement? C'est que dans le cas d'une implantation de prairies sous couvert, une association céréales protéagineux, la meilleure solution semble la solution de semis en simultané à l'automne. Néanmoins, point négatif, on a globalement une perte de rendement de 30%. Donc du coup, la question suivante qu'on s'est posée pour créer des nouveaux essais, c'est est-ce qu'il était possible de trouver une solution pour réduire cette perte en grains? Et donc, c'est une nouvelle série d'essais donc a démarré sur les années 2016, 2017, 2018, où on a fait jouer en fait, on est reparti des deux témoins, donc c'est-à-dire notre témoin classique du triticale pois, 300 grammes par mètre carré de triticale et 20 grains en pois fourragé. Notre deuxième témoin qui était notre implantation simultanée à l'automne avec 300 grammes de triticale et 20 grains de pois fourragés par mètre carré et 27 kilos de prairie. Donc, c'était le témoin implantation de prairie sous couvert. Et dans un premier temps, on s'est dit, bah, on va faire varier à la fois soit les doses de prairie, soit les doses de céréales protéagineux, en mettant des hypothèses derrière qu'il y ait des itinéraires techniques qui vont plutôt être favorables à l'implantation de la prairie et d'autres plutôt à l'implantation ou à la réussite en fait des céréales. Et donc, la première chose qu'on a fait varier, c'est la dose de prairie. Donc, par rapport à notre témoin qui était à 27 kilos par hectare, il y a une dose qui a été réduite à 20 kilos par hectare de prairie. Donc là, on est plutôt sur un itinéraire technique où on se dit on va mettre plutôt un effet favorable en fait à l'association de céréales protéagineux. Et de l'autre côté, on est monté à 34 kilos sur les prairies en essayant d'exacerber un peu les écarts, en se disant là, on est plutôt sur quelque chose qui va être favorable à la prairie et défavorable à la fraction de l'association de céréales protéagineux. Et dans l'autre cas, on a fait varier la dose de céréales protéagineux. Donc, on est reparti sur la dose pivot des prairies autour de 27 kg par hectare. Et par contre, on a fait varier la dose de céréales. On l'a soit d'un côté réduite à 250 grains par mètre carré en céréales, ou soit d'un autre côté, on l'a renforcée, donc plutôt pour être favorable à la fraction céréale, à 350 grains par mètre carré sur la fraction céréale. Et donc, c'est un essai où on a fait des mesures de productivité. Donc, toutes les composantes, d'abord des rendements des associations de céréales protéagineux ont été mesurées, les productivités ensuite des associations de céréales protéagineux en termes de rendement et en termes de composition à la récolte entre les grains de céréales et les grains de protéagineux. Et ensuite, on a caractérisé aussi la qualité d'implantation des prairies et voir aussi les niveaux de productivité qu'on pouvait obtenir sur ces prairies sur les phases d'été-automne. Au niveau des résultats, donc on va reprendre modalité par modalité pour bien comprendre. Notre modalité 1, par rapport à ce que Bertrand a dit, on est bien sur notre témoin. Donc qu'est-ce qu'on observe? Un rendement en triticale pois de 44 cathos avec un pourcentage de protéagineux à 16%. Donc quelque chose de classique qu'on est habitué à faire sur la ferme. Quand on met la prairie en dessous et qu'on sème tout à dose pleine, donc modalité M2, eh bien, on a quasiment le même rendement, 44,7, donc d'un point de vue statistique, on n'a aucune différence, et on a un pourcentage de protéagineux équivalent, 15%, et dès l'été-automne, une prairie qui est en mesure de produire 0,75 tonnes de matière sèche. Donc quelque chose d'assez satisfaisant et qui ne va pas dans le sens de la première série d'essais qui avait été réalisée sur la ferme. Voilà.
Ensuite, si on, modalité M3, on diminue la dose de la prairie. Et bien là, petite surprise, rendement en céréales non impacté, autour de 44 cathos, présence de protéagineux équivalente aux deux modalités précédentes, rendement en prairie, 0,92 tonnes de matière sèche. Modalité M4, on augmente la part de prairie au moment du semis, même résultat, rien sur les rendements, rien sur le pourcentage de protéagineux et rien de significatif sur le rendement de la prairie. Et les deux dernières modalités, quand on fait varier la dose de céréales protéagineux au moment du semis, eh ben, on constate qu'il n'y a pas d'impact positif ou négatif sur le rendement. On reste sur des rendements stables dans toutes les situations. Donc du coup, à la question impact de la densité de semis de l'association céréales protéagineux ou de la prairie sur la qualité d'implantation de la prairie et sur le rendement en grains, eh ben, pas d'impact sur la productivité en grains, pas d'impact sur la productivité de la prairie, et dans tous les cas, une bonne qualité d'implantation. Donc ça nous a fait quand même beaucoup réfléchir parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes résultats sur la première série d'essais. Il s'est avéré en fait que sur cette première série d'essais, on avait une conjonction de 3 facteurs qui ont expliqué cette baisse de rendement en céréales qu'on n'a pas vu dans la deuxième série d'essais. Alors ces 3 facteurs, c'est quoi? C'est des reliquats azotés très faibles, donc du coup non favorables au développement de l'association céréales protéagineux. Dès le mois de mai, une biomasse en prairial qui est relativement importante, qui potentiellement pouvait gêner le développement de la céréale. Et enfin, et ça a été très flagrant, c'est qu'on a ces 2 années-là subi des mois de juin avec des niveaux de précipitation très très faibles qui auraient joué un impact négatif en fait au niveau du remplissage des grains des céréales. Voilà, donc ce sont des hypothèses, hein, enfin c'est un constat qu'on a fait, mais qui aurait quand même tendance à bien expliquer cet écart. Voilà. Pour aller plus loin, on va maintenant s'intéresser à la valeur nutritive de ces fourrages et surtout matières premières récoltées. Donc sur les valeurs nutritives des grains, donc la première question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on a un impact ou pas de la présence de la prairie à fort varié sur la composition en grains en fait à la récolte entre la fraction qu'on avait en céréales et en protéagineux. Donc là, on a fait la synthèse en fait des 6 années d'essai. Maintenant, on a repris les rendements qu'on observait sur les 6 années d'essai. Et là, vous voyez que quand on combine en fait les premières séries d'essais où on avait des écarts significatifs avec ou sans prairie et la dernière série d'essais que venait de présenter Julien, où là on avait plus d'écart. En fait, en moyenne sur 6 ans, l'écart n'est que de 3 quintaux en défaveur de la présence de la prairie dans l'association triticale poids. En fait, avec la prairie semée sous couvert, quoi. Si on regarde en termes de composition, on n'a pas remarqué de variabilité, enfin de variation, pardon, d'écart de composition en grains entre la proportion de triticale et la proportion de poids fourragé dans les deux cas de figure. La présence de la prairie ne modifie pas en fait la part de triticale ou de poids fourragé dans l'association. Il y a toujours autour de 20% de poids fourragé dans l'association. Donc pour le moment, c'est vrai que quand on travaille sur les valeurs nutritives des grains qui sont issus justement de ces implantations de prairies sous couvert sous des associations de céréales protéagineux, on part globalement sur la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui des valeurs nutritives moyennes qu'on observe sur nos triticales poids en grains, c'est-à-dire là c'est la moyenne de nos 70 grandes parcelles là, depuis que la ferme pratique ce type d'association. On retrouve une variabilité, c'est ce qu'on observe, une variabilité du pourcentage de poids, hein, parce qu'on a effectivement 20% de poids en moyenne aussi sur nos grandes parcelles qui confirme un peu ce qu'on observe aussi sur les essais, mais avec une variabilité relativement forte, hein, un écart type autour de 11% du pourcentage de poids fourragé, qui a un impact en fait lui très direct sur la teneur en PDIN, en fait sur la teneur en matière azotée de l'association et donc sur la valeur PDIN du concentré qui peut être utilisé. Ensuite, on a des valeurs énergétiques qui sont quand même beaucoup moins variables. Là, on est autour de 0,96 UFL par kilo brut, avec un écart type qui est quand même relativement faible. Mais on retrouve des choses très classiques avec l'incidence du pourcentage de protéagineux. Là, c'est ce que vous avez sur le graphique de droite, sur l'incidence de la teneur en fait en MAT de l'association et donc derrière des valeurs PDIN, notamment la variabilité des valeurs en PDIN de ces associations de céréales protéagineux pardon, qui sont récoltés en grains. Alors après, on a encore de la variabilité hein, non expliquée qui n'est pas forcément expliquée que par le pourcentage de protéagineux. Il y a des choses aussi en termes de nutrition azotée des céréales qui fait qu'on a aussi une variabilité de la teneur intrinsèque
à la fois de la fraction des céréales, mais aussi de la fraction des pois fourragers qui sont récoltés en grains. Donc là, on essaie de travailler, on essaie de savoir ce qui peut se passer au niveau de la nutrition azotée de chaque composante, mais on retrouve bien quand même l'incidence de la teneur moyenne en pourcentage de protéagineux sur les valeurs azotées déconcentrées qui peuvent être utilisées derrière, quoi. En conclusion, que dire sur cette technique d'implantation? C'est une technique tout à fait satisfaisante. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter en moyenne des résultats issus d'une synthèse des essais et de ce qui est fait en vraie grandeur sur la ferme, parce que sur la ferme de Torigné, c'est une technique d'implantation qu'on utilise aujourd'hui, qui est pratiquée depuis 6 ans. Donc avec un itinéraire classique, l'itinéraire A, en moyenne, sur un triticale poids, on produit 40 quintaux, et puis derrière, on implante une prairie, et on faisait 5 tonnes de matière sèche. Et ben, depuis qu'on a mis en place cette technique d'implantation sous couvert, nos rendements triticales sont, c'est un constat qu'on fait, légèrement pénalisés, 37 quintaux, donc rien de majeur. Et par contre, en prairie, en fait, sur le même pas de temps, on arrive à produire 8 tonnes de matière sèche. Autre constat qui est fait, c'est que nos qualités d'implantation, elles sont meilleures. Sur les premiers et deuxièmes cycles, on a vraiment des prairies sans diverses, donc des prairies bien installées avec une composition botanique tout à fait satisfaisante, donc avec des pourcentages de légumes autour de 30%. Et avec ce nouvel itinéraire, on réduit fortement notre coût d'installation des prairies parce qu'on a un seul travail du sol, alors que dans le premier itinéraire, on était contraint à avoir 2 préparations de sol pour arriver à semer dans de bonnes conditions. Donc du coup, en conclusion, l'implantation des prairies sous couvert, nous on estime que c'est une technique 100% gagnante pour les éleveurs, tant sur des aspects de récolte en ensilage, donc là je vous renvoie vers le live qu'on avait fait au mois d'avril, mais aussi, et là on le voit dans cet exposé, dans le cas de récolte en grains. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un petit reportage qui a été réalisé sur la ferme, donc qui permet de voir de visu une parcelle qui a été récoltée là il y a quelques jours et qui était implantée, donc avec une prairie qui était implantée sous un couvert de céréales protéagineux qui a été récolté en grains. Et donc là, on vous propose d'aller découvrir ce que ça donne juste avant la récolte, pendant la récolte et juste après la récolte. Nous sommes sur la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, sur la parcelle que l'on nomme la Michenée numéro 1, de très faible potentiel. Donc cette année, on y retrouve un triticale pois, conduit pour une récolte en grains, qu'on a semé le 24 octobre 2019, en même temps qu'une prairie. Donc si on plonge dans le mélange, on retrouve bien notre céréale. Il y a un peu de pois, pas tant que ça, il est difficile à voir. Et en dessous, on retrouve bien la prairie qui est implantée. Donc dans la prairie, c'est une prairie classique Torigné, donc une base fétuque, raigra anglais, et 9 kg de légumineuses avec du trèfle blanc, on en a là, du trèfle hybride, il y en a ici, et du lotier corniculé, il y en a là. Donc voilà, au niveau de la céréale, on est sur un triticale semence fermière, donc semé à 330 grains par mètre carré. Et le pois semé à 20 grains par mètre carré, qui correspondent aux densités qui nous permettent de ne pas avoir de problème de verse, chose qu'on peut vérifier aujourd'hui. Donc voilà, le tout va être battu dans quelques minutes, et bien on viendra voir le résultat. Alors nous voici de retour dans la parcelle où la moissonneuse est en action. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc vous voyez, les andins sont de petite taille. Donc ça, c'est comme tout le monde, je pense, cette année. Donc on verra derrière aussi si le rendement est satisfaisant. Mais bon, là, on est vraiment sur une parcelle à faible potentiel. Donc on ne s'attend pas à un rendement record, surtout vu ce qu'on observe cette année. Alors on va s'intéresser un peu à la prairie. Et bien alors là, sur la prairie, par contre... là c'est jackpot quoi. Donc on voit les chaumes, on voit une quantité assez impressionnante de légumineuses. Les graminées sont toutes là. Donc en légumineuses on les retrouve toutes. Ouais. On a du trèfle blanc, du trèfle hybride et un peu de lotier. Donc là on ne le voit pas. Si, il y en a là du lotier. On en a là du lotier. Donc voilà. Donc sur la prairie c'est super. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là on va attendre la presse pour venir botter la paille. On va vérifier la clôture et puis on va mettre les animaux. Donc voilà, la paille a été ramassée. Ça s'est bien passé. Bon, rendement pas exceptionnel. Et du coup,
la prochaine étape, c'est l'entrée des vaches. Donc là, ce sont les vélages d'automne, les gestantes, qui vont avoir le plaisir d'aller ingérer l'herbe qu'il y a aujourd'hui sur place. Alors pour terminer cette petite immersion terrain sur la problématique de l'implantation des prairies sous couvert d'associations céréales protéagineux récoltées en grains, nous vous proposons cette parcelle qui a été du coup moissonnée il y a un an, quasiment jour pour jour. Très belle prairie sur laquelle aujourd'hui pâturent les génisses et les 2 veaux croisés nés à l'automne 2019, donc des génisses qui vont être conduites pour un vélage à 2 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une prairie qui est très bien installée. Alors certes, hein, on a un effet année, mais c'est quand même appréciable et ça justifie le fait, la pertinence de cette technique d'implantation de prairies. Bien, merci Julien pour ce reportage, ce qui nous a permis de voir bah, voilà, des prairies en phase qui étaient juste en dessous, juste avant la récolte, voir ce que ça a donné juste après justement la moisson, et puis les animaux qui sont passés là cette année, juste après la récolte, et de voir aussi une prairie qui avait un an d'existence. Et ben donc maintenant, on a eu déjà quelques premières questions, donc c'est parti, Place aux questions. place aux questions. Donc une première question de Franck qui nous questionne sur les niveaux de fumure. Et ben en fait, il n'y a pas de fumure qui est apportée avant ces implantations. Par contre, dans le cas de nos essais, c'est toujours des implantations qui sont derrière une prairie. Voilà. Et par contre, en vraie grandeur, on est sur des implantations qui vont se faire derrière une févrole. Voilà, majoritairement derrière une févrole. La fumure sur la ferme de Torigné, elle est uniquement apportée sous forme de compost sur les prairies, souvent à partir de la 2e année d'installation. Voilà, pour différentes raisons, on utilise ce mode d'apport des fluents d'élevage. Voilà. Donc après, il y a toute une thématique de questions. Il y a plusieurs questions qui tournaient autour des légumineuses. C'est vrai que ça, c'était une grosse interrogation pendant toute la période d'essai, même des premiers essais qu'on voyait là sur la période 2011 jusqu'à 2014 et ce qu'on a fait après, c'est la capacité à pouvoir implanter des légumineuses dans de bonnes conditions. Alors bon, là par exemple, on avait l'exemple cette année, bon, on est sur une année qui est quand même relativement favorable à la fraction de prairie. Là, on voit, on avait des taux de légumineuses qui étaient très importants au moment de la récolte. Après, par contre, ce qu'on a appris à l'utilisation de ces mélanges-là en vraie grandeur sur des vraies parcelles, c'est qu'il faut pas hésiter à faire passer assez vite les animaux quand on a un peu de chaume pour effectivement commencer les premières à démarrer, c'est plutôt la fraction graminée. Donc pour plutôt nettoyer, enlever les chaumes et puis enlever les graminées pour donner accès à la lumière pour qu'ensuite les prairies puissent s'exprimer. Parce que c'est vrai que dans la première série d'essais, on pouvait avoir des taux de légumineuses un petit peu plus faibles sur les prairies sur l'été-automne, par rapport à nos modalités essais qui étaient sous couvert, par rapport à nos modalités témoins qui n'avaient pas de couvert. Ça, c'est une différence qu'on retrouvait pas après en année 2, mais on pouvait l'avoir quand même sur la période d'été-automne. Donc, et en vraie grandeur, c'est vrai que le fait, par contre, de passer assez rapidement, donc pas faire des passages trop longs parce qu'il s'agit pas de surpâturer en fait des prairies qui encore sont encore un peu en phase d'installation hein, sur cette première année sur l'été-automne, mais d'envisager de faire 2-3 passages sur l'été-automne assez rapides, 3-4 jours pour pour donner accès à la lumière aux légumineuses, ça va favoriser certainement leur développement, leur accès à la lumière et leur développement dans le mélange. Une question de Valentin hein, qui nous questionne sur la proportion de protéagineux. Donc là, plusieurs façons de répondre. On est dans le cas de récolte en grains. Donc la grosse problématique de ces associations, c'est d'arriver à maîtriser le risque de verse. Si on a une part de protéagineux trop importante, on a un problème de verse et du coup une mauvaise récolte et on laisse une bonne partie de la marchandise sur le sol. Donc là, on a fait plusieurs essais hein, dans les années précédentes et on a démontré que quand on dépasse la dose de 20 grains par mètre carré de poids fourragé dans ces associations. Enfin, il ne faut pas dépasser 20 grains par mètre carré. Quand on est à 30-40, le risque de verse, il est beaucoup trop important. Donc ça, c'est avec du poids. Dans le cas si on utilise un autre protéagineux, donc ça, ce qu'on a fait dans nos essais, on a fait des prairies sous couvert de blé plus poids protéagineux. Là, on avait une association qui n'était pas compétitive en fait face à la prairie, même si dans nos espèces prairiales, on avait plutôt des
des espèces plutôt lentes d'installation, on est sur des prairies type fétuque, quoi. Donc, mais là, quand même, la prairie prenait le dessus et on avait un rendement qui était fortement pénalisé. Une alternative pour avoir plus de protéagineux, ça serait de jouer sur la nature du protéagineux et l'introduction de févrole. Alors ça, en ce moment, on est en train de le travailler, mais pour des récoltes en ensilage, avec un objectif d'arriver à augmenter la part de protéagineux, et on ne serait pas embêté par les problèmes de verse parce qu'on ferait des récoltes plus précoces en ensilage. Donc là, ça serait compatible et on est sur des choses févrole, plus pois fourragé, plus veste. Donc là, on a des choses intéressantes. On est en 2e année d'essai. L'année prochaine, on pourra vous donner des résultats très probants sur ça. Par contre, le fait d'utiliser un triticale févrole et d'implanter une prairie sous couvert de ce triticale févrole, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé. Ça mériterait d'être testé. Techniquement, on voit pas de réelles contraintes en fait. Surtout si en plus cette association céréales protéagineux est récoltée et utilisée en nutrition animale, parce que la grosse difficulté en fait, ça va plutôt être le réglage de la moissonneuse pour arriver à avoir des grains de céréales et de protéagineux de bonne qualité. Si c'est utilisé en nutrition animale, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Valentin, ce qu'on pouvait dire sur cette utilisation de différents protéagineux et surtout sur la part de protéagineux. Alors ensuite, on a donc la question de Camille sur des espèces trèfle violet ou luzerne, et puis il y a la question de Denis, ça peut rejoindre, enfin on va essayer avec si on avait que du trèfle, est-ce que ce serait moins impactant sur la récolte en grains? Sur la question trèfle violet, là on est sur des espèces. Alors là on avait une série d'essais, la première série qu'on vous a présentée, on avait aussi des modalités avec des prairies beaucoup plus agressives, donc des types raies-gras hybrides trèfle violet. Donc là, on est sur une fleur beaucoup plus agressive qui s'installe beaucoup plus vite. Et là, c'est très préjudiciable en termes de rendement. Dans certaines situations, même, c'est impossible d'aller récolter parce que le raiegras hybride et le trèfle violet ont pris le dessus. Et c'est même pas possible de rentrer une moissonneuse pour moissonner ça dans de bonnes conditions. Donc, si on va chercher jusqu'à une récolte en grains, l'association de céréales protéagineux, vaut mieux miser quand même sur des espèces à vitesse d'implantation relativement lente. Donc là, on est sur des bases fétuques, il y a un peu de RGA qui est relativement rapide, et des trèfles, mais on a une forte proportion d'espèces qui sont relativement lentes. Dès qu'on va chercher un trèfle violet ou des espèces plus agressives, là, on risque de se faire dépasser. La prairie risque de prendre le dessus sur l'association de céréales protéagineux. Et alors sur la luzerne, pour l'instant, on n'a pas vraiment de résultats sur de la technique d'implantation de luzerne sous couvert en simultané en fait à l'automne. C'est vrai que ça semble pas être la solution la plus facile pour implanter de la luzerne qui adore la lumière et qui donc va passer beaucoup de temps en fait sans avoir accès à cette lumière. Donc pour l'instant, sur la ferme, c'est vrai que sur tout ce qui concerne les implantations de luzerne, là on reste sur des implantations sous couvert, effectivement, mais des implantations de sortie d'hiver. Donc là on met la luzerne sous couvert, mais d'une avoine de printemps, et pour dégager relativement, enfin assez vite en fait l'avoine de printemps et que la luzerne puisse prendre le relais derrière. Mais en fait finalement on l'a pas testé non plus sur une implantation simultanée à la mi-octobre. Comment pourrait se comporter une luzerne ensuite en termes de qualité d'implantation et puis sur l'été-automne suivant. Il y avait une autre question de Franck là sur la gestion des chaumes après moisson. Donc Bertrand, il en a un peu parlé. D'autres éléments, quand on met les animaux au pâturage, derrière la moisson, vous l'avez vu sur la vidéo, les chaumes ne gênent pas les animaux dans l'action de pâturage. Ça, c'est un fait. On avait un doute là-dessus quand on l'a fait en micro-parcelle, et quand on l'a fait en vraie grandeur, du coup, on s'est dit, oula, ça se trouve, ça va mal se passer. Et en fait, ça se passe très bien. Par contre, l'idée, du coup, c'est d'amener rapidement, quand même, de la lumière à cette prairie pour que les légumineuses, elles puissent bien se développer. Donc là, hop, faut absolument encourager l'action de pâturage par les animaux, et voire même si les chaumes sont importants, ne pas hésiter à les réaliser un broyage en fait. Voilà, pour vraiment donner le maximum de lumière à la légumineuse et qu'elle puisse se développer et que vous soyez satisfait en fait dès l'automne avec une bonne répartition graminées et légumineuses au sein de la prairie. Voilà sur la question des chaumes. Et je rebondis sur la question de Denis qui était si on ne met que des trèfles. Donc là, c'est plus dans une vision un peu agronomique. Donc là, en ce moment, on a effectivement des essais là-dessus.
ou comme on arrive à implanter des prairies sous couvert, pourquoi pas plutôt essayer d'avoir un couvert, mais là qui a une vocation agronomique, où dedans on met du trèfle blanc en fait à l'implantation, qui viendrait prendre le relais pour éviter le salissement sur la phase d'été-automne et qui serait éventuellement, pourquoi pas, qui serait plutôt restitué dans une vocation agronomique. Après, la question de l'impact, là, on commence à avoir des données, mais là, c'est des choses qui se regardent vraiment sur du pluriannuel. C'est un peu ce qu'évoquait Julien quand on montrait que nous, en fait, on n'a qu'une année vraiment significative où la présence de prairies, là, on en est sûr. Statistiquement, la présence de la prairie a diminué le rendement de l'association céréales protéagineux. Il est possible que de toute façon, même si c'est un couvert de trèfle blanc, c'est possible qu'il y ait aussi un phénomène de compétition sur une année assez particulière comme celle qu'on avait eue là, dans cet essai-là, c'est-à-dire une année où on a vraiment une biomasse de prairie présente qui est bien développée, donc là il y avait 1 tonne de prairie qui était présente sous les couverts, sous le céréal protéagineux, et en plus c'est une année où on n'a pas du tout d'eau au mois de juin, donc certainement des phénomènes de compétition sur l'acquisition de l'eau ou de l'azote. En tout cas, dans la phase de remplissage du grain, il y a certainement une compétition entre la prairie et l'association de céréales protéagineux. Et malheureusement, enfin, même si c'est même si c'est un trèfle blanc, ce phénomène de compétition sur l'accès à l'eau, par exemple, il pourrait exister aussi, quoi. Ça peut pas garantir qu'il n'y ait pas un impact dans le cas d'année, mais encore une fois, nous, finalement, là, pour l'instant, cette combinaison de facteurs défavorables, on l'a eu de manière significative. Là, aujourd'hui, si on combine avec 2019, qu'une année sur six. Une année sur six, où là, on peut vraiment dire que c'est parce qu'il y avait beaucoup de prairies en dessous que ça a eu un impact vraiment défavorable sur l'association de céréales protéagineux en rendement grain. Une question de Gilles. Donc là, on va faire une réponse à deux voix parce que la réponse n'est peut-être pas évidente et elle peut ouvrir un débat. C'est l'idée de semer notre prairie sous couvert d'une association orge-pois. Donc oui, intéressant. Et puis Gilles va plus loin en disant luzerne trèfle sous couvert d'orge-pois. Bon, alors dans un premier temps, moi j'aurais dit orge-pois. Bon, nous on n'a pas de retour là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas testé. A priori, attention à pas mettre des espèces prairiales trop agressives. Voilà, c'est peut-être la précaution comme ça que je donnerais. Donc vraiment des prairies plutôt base fétuque. Hein. Si on est sur des raies gras assez agressifs, ça pourrait peut-être être inquiétant pour l'orge. Mais bon, à tester. Bertrand, je ne sais pas ce que tu en penses. Et après, l'idée d'y introduire de la luzerne et du trèfle blanc, là, pour moi, c'est gros questionnement parce que je ne suis pas sûr de la compatibilité de ce type de semis sous couvert pour aller jusqu'à une récolte en grains, clairement, avec peut-être là un trèfle qui pourrait fortement pénaliser l'installation correcte de la légumineuse, de la luzerne. Donc je te laisse poursuivre. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments, d'autres idées là par rapport à cette question. Après, pas, c'est vrai que de l'orge, il y a eu quelques essais au tout début de la ferme, donc il y a maintenant une vingtaine d'années, où c'est vrai qu'en termes de céréales, c'était une des rares où il y a eu des confrontations à de la maladie fongique, chose qu'on a très peu quand même. On a des problématiques qui sont liées à de la nutrition azotée, etc. Mais enfin, de la maladie fongique sur des variabilités de rendement, c'est ce qu'il y avait pu avoir sur de l'orge. Après, oui, effectivement, l'interrogation, ça peut être sur orge pois protéagineux qui se fasse pas trop concurrencer par la prairie, quoi. Ça pourrait être peut-être ça un peu le risque sur ce type d'association là. Si on la pousse jusqu'en grain, ça peut être ça le risque, quoi. Voilà. Alors moi j'ai le menu qui s'est bloqué, Bertrand. Donc je D'accord. sais pas s'il y Après, a il y d'autres avait la questions. question du trèfle violet Pastor avec son pouvoir couvrant aurait son intérêt. Euh, oui, alors après, trèfle violet, là c'est pareil. Le risque ce qu'il peut y avoir, c'est Ouais. qu'il va être sur le cas de récolte en grain, c'est plutôt à proscrire parce que lui, il va se développer trop vite et de toute façon, il va empêcher d'aller moissonner. Alors lui, pour le coup, il va bien s'installer, ça, il y aura pas de problème. Après, comment dire? Après, donc, à l'envisager plutôt dans des récoltes, là, en ensilage, enfin des récoltes précoces, pourquoi pas? Parce que là, toute la biomasse est ensilée, donc si jamais le trèfle violet prend le dessus, c'est pas un problème, ça se retrouve dans la masse Ouais. ensilée, et donc ça posera pas de problème. Mais c'est vrai que si le but, quand on est sur des récoltes en grains, c'est bien de pouvoir implanter des prairies pérennes, donc de grande pérennité, hein, là, l'objectif, c'est des prairies qui durent au minimum 4-5 ans, donc avec une flore qui est lente d'implantation, et justement d'avoir un couvert qui vient éviter
que la prairie aussi se salisse et lui permettent aussi de s'implanter en dessous et en plus de faire un bénéfice parce on récupère le grain. Mais c'est bien plutôt, en récoltant le grain, c'est plutôt pour se dire, c'est pour aller chercher de la prairie temporaire de moyenne longue durée, voilà, du 4-5 ans, et donc des espèces relativement lentes d'implantation pour pas qu'elles viennent trop aussi concurrencer l'association. Dès qu'on bascule sur des espèces un peu plus agressives, là il faut envisager une modalité de récolte en silage. Question de Lucie, avec du triticale avoine pois, est-ce que là, cela poserait des problèmes de lumière pour la prairie? Alors, pas évident à Bonne répondre, question. parce que quand on fait des choses en micro-parcelles, nous, on ne voit pas d'effet sur la maîtrise des adventices, notamment liée à l'avoine. Donc, on estime que, enfin, l'avoine en complémentarité du triticale, donc on estime qu'elle apporte rien de plus par rapport à ça. Donc, potentiellement, pas de choses négatives sur la prairie. Donc ça, c'est ce qu'on voit en micro-parcelles. Par contre, il nous est arrivé sur la ferme, dans le cas d'une récolte, cette fois-ci en ensilage, où on avait fait une association triticale avoine pois vesse. Et ben c'est la seule fois où on s'est planté sur notre implantation de prairie, parce que là, on avait un tel niveau de biomasse d'association céréales protéagineux que ça a clairement étouffé la prairie. Alors, est-ce que c'est à cause ou grâce à l'avoine? On ne sait pas exactement, hein, c'est un phénomène qu'on a observé qu'une fois. Néanmoins, aujourd'hui, on n'en met plus d'avoine dans nos mélanges en vraie grandeur. Donc voilà, donc c'est possible que ça participe quand même à faire de l'ombre à la prairie, même si on ne voit pas sur le rendement en tant que tel de l'association céréales protéagineux. D'accord, il y a une question de notre Hop. Alors moi, ça revient, les questions. Ouais, donc il y avait une question sur semis de luzerne sous une orge de printemps. Donc ok, là on est sur le cas d'une implantation en sortie d'hiver, 30 tonnes de fumier avant le semis au 20 mars. Y a-t-il un intérêt de remettre un petit 10 tonnes tous les ans par exemple? Sur la fertilisation, nous des luzernes, on doit être sur des passages en compost, on doit être à peine à ça. Non, on est même pas, non, non, on n'est Ouais. pas du tout à ça. Non. Euh, sur les luzernes, sur notre compost, là, je voyais si on est sur des passages, de toute façon, on est peut-être un petit peu plus fréquent que ce qu'on a sur nos prairies classiques, mais d'habitude, on est sur des apports, nous, plutôt tous les 3 ans, sur des apports de matière organique, plutôt sur les 3 ans, quoi. Euh, et par contre, il y a apport avant implantation, pour le coup. Au niveau de la dose d'avoine, là, je reprends. Je crois qu'il y a une question de Mathieu. Ouais. Quelle quantité à ne pas dépasser? Eh ben, pas dépasser 30 grammes par mètre carré, quoi, pour le semis d'avoine. Parce qu'après, après, en fait, on ne connaît pas trop. Voilà, à 30 grammes par mètre carré, ça va à peu près. Et Une question de Franck. Avez-vous fait des tests sur le développement racinaire des différents protocoles pour voir des choses sur la résistance à la sécheresse? Non, nous avons jamais réalisé de mesure sous le sol. Nous ne mesurons que ce que nous voyons en visuel. Après, on fait des mesures de valeur nutritive, mais non, nous ne sommes pas allés jusque-là. Donc, il y a sûrement des choses intéressantes. L'hypothèse qu'on peut faire, en fait, c'est quand on récolte l'association céréales protéagineux, on a une dégradation des racines qui crée de la place pour les racines des prairiales, donc potentiellement qui peuvent les aider quand même à mieux s'installer et voire à aller plus loin en profondeur, donc peut-être mieux résister à la sécheresse. On est sur de l'hypothèse, on n'a pas fait de mesure in vivo là-dessus. il y a la question de Denis, les comportements des différentes céréales pour résister aux semis sous couvert, exemple type le blé. Je te propose, Julien, est-ce qu'on peut, on avait une petite Oui, ah diapositive. oui, ouais. Voilà, comme on a eu les questions à la fois sur les types de flore, sur les natures des Mm. associations de céréales protéagineux et puis des prairies, je vous propose, normalement ça devrait marcher, on va rebasculer et on avait un petit donc dans l'essai, en fait, on avait déjà, voilà, Ouais, c'est ça. voilà, on avait déjà travaillé en fait sur des effets de la nature à la fois des associations de céréales protéagineux et des prairies. Et là, voilà, on va voir des choses sur la combinaison entre des céréales qui ont des pouvoirs couvrants un peu différents. Donc là, on va retrouver dans les 2 premières colonnes, c'est le céréal protéagineux. En fait, c'est du triticale pois fourragé. Et puis de l'autre côté, on a du blé pois protéagineux.
Et ensuite, on va en dessous, donc ça c'est des semis simultanés hein, à la mi-octobre. On va soit mettre une prairie classique, donc implantation relativement lente, notre prairie à fleurs variées, fétuque, RGA, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier. Puis à côté, un régras hybride, trèfle violet. Donc là, quelque chose qui est quand même beaucoup plus agressif. Et dans les deux cas de figure, quoi, que l'on soit sur du triticale pois fourragé ou que l'on soit sur du blé pois protéagineux. Et donc, ce qu'on remarquait, c'est que de mettre une prairie déjà un peu plus agressive, là, on le voit bien, le développement du RGHTV avait déjà un effet qui était significatif sur le rendement, en fait, en triticale pois fourragé. C'est la première ligne, le rendement Serpro. On était presque à 30 quintaux sur la modalité triticale pois fourragé, plus une prairie à vitesse d'implantation moyenne à lente. Et dès qu'on est passé sur des prairies à vitesse d'implantation rapide, la concurrence, et on est tombé à 21 quintaux. Et sur les blés pois protéagineux, alors peut-être avec un pouvoir couvrant ou en tout cas une force de talage peut-être moins forte sur les blés, même en mettant en dessous des prairies à fleurs variées à vitesse relativement lente hein, d'implantation, on n'était plus qu'à 11 quintaux quoi, dans ce cas de décès-là. Et alors là, si on met en plus des espèces agressives, là on est tombé à 4 quintaux. Enfin, là c'était même, on a récolté pour avoir la donnée, mais enfin c'était quasiment pas récoltable quoi. Et ceci dit, en plus, quand on regarde ensuite les rendements des prairies, c'est pas parce qu'on a pénalisé en plus le rendement de l'association de céréales protéagineux qu'en plus on fait des meilleurs rendements, enfin des rendements très importants sur la phase d'été-automne après sur les prairies. Quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, dans les mélanges, on est plutôt resté sur des choses assez basiques, des mélanges binaires triticale poids pour avoir quand même le pouvoir, un peu de pouvoir couvrant quand même sur le triticale et de pas trop perdre en fait sur la productivité en céréales protéagineux. Quoi. Tout en ayant ouais, voilà, des prairies qui quand même sont bien implantées. Quoi. Voilà, une dernière question là, je vois de Camille, une contre-indication d'utiliser un mélange épaute-févrole en sous-couvert. Ouais. Alors, moi, la première interrogation que je me poserais, c'est déjà quel est l'intérêt d'un mélange épaule-févrole. Parce que ça, nous, on l'a testé sur la ferme en termes de rendement quand on compare l'utilisation d'épaule à l'utilisation triticale c'est évident. En termes de quinto, mais en termes aussi d'UF par hectare, ça n'a strictement rien à voir. Ça va quasiment du simple au double. Donc l'épaule, elle est fortement pénalisante là-dessus, quoi. Épaule de févrole, bon, concrètement, en sous couvert, moi, je vois pas de contrainte majeure dans le sens où on devrait quand même avoir suffisamment de lumière pour la prairie, notamment sur la phase d'installation. Hein, la févrole elle laisse quand même pas mal de lumière au début. Donc, et puis après, elle en remet quand elle sèche hein, à partir du mois de juin pour une moisson en juillet. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, Ok. bon, eh bien, on a fait, enfin, j'espère qu'on n'a pas oublié deux Deux questions. Moi, questions. le menu défilant ne fonctionne plus D'accord. sur l'écran que j'ai. Donc voilà. Eh ben, on vous remercie d'avoir assisté à ce live. On espère vous avoir apporté pas mal d'éléments, qu'on répondu à vos questions, des choses qui vous ont rassuré, et puis une technique, peut-être aussi qu'on vous a convaincu de cette technique d'implantation qui nous semble, pour nous, très pertinente dans les systèmes de polyculture élevage. On tenait aussi, suite à ce live, quand même, à remercier les stagiaires qui sont présents sur la ferme, parce que pour avoir tous ces résultats, on peut vous dire qu'il y a beaucoup de mesures, des tris très complexes sur les associations céréales protéagineuses, sur les prairies à fleurs variées, parce que là, on a tout, hein, c'est pas l'un ou l'autre. Donc, on en profite pour remercier Charlotte, Antoine et Pierre, qui sont cette année sur la ferme et qui ont réalisé un travail remarquable, et notamment sur ces problématiques-là. Là, en ce moment, ils sont en plein dans les tris d'associations céréales protéagineux, et bah, c'est pas toujours facile. Donc voilà, on les remercie. On vous dit à l'automne prochain pour un live. Hein. On a prévu quelque chose avec la ferme expérimentale de Jalony, plutôt sur la problématique d'engraissement. Voilà. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à consulter nos résultats à travers les réseaux sociaux. On essaye de mettre 2-3 posts toutes les semaines pour satisfaire votre curiosité et puis pour vous faire des points d'actualité sur ce qui se passe sur la ferme. Donc, eh bien, on vous souhaite un bel été et puis une belle soirée. Au revoir. Bel été à tous. Merci de votre participation et à bientôt. Au revoir.